Merci beaucoup et merci à l'INSV pour cette invitation. Euh, alors, donc, la première étape, ça va être justement de comprendre son sommeil avant de pouvoir l'optimiser. Donc, déjà, comprendre comment est-ce qu'il s'organise, hein, avec cette image qu'on prend assez souvent de train du sommeil. Un train qui correspondrait à un cycle de sommeil. Au cours d'une nuit, plusieurs cycles qui se succèdent, en moyenne 4 à 6 cycles selon la durée de sommeil. Et au cours de chacun de ces cycles, plusieurs stades de sommeil, 4 stades de sommeil différents, 2 stades de sommeil lent léger, du sommeil lent profond et du sommeil paradoxal, qui sont présents à chacun de ces stades. Mais ce qu'on peut observer, c'est qu'au fil de la nuit, la proportion de ces stades de sommeil va varier un peu. Le premier cycle va être le plus riche en sommeil lent profond et les derniers cycles vont être plus riches en sommeil paradoxal. Ce qui est important aussi, c'est de comprendre comment est-ce qu'il est régulé, ce sommeil. Alors, on a parlé dans la présentation précédente de la régulation circadienne, qui est dirigée par l'horloge biologique, les noyaux suprachiasmatiques, et qui va donc réguler un certain nombre de fonctions physiologiques, dont les cycles veille-sommeil. Et on a aussi la régulation homéostatique. Alors ça, c'est ce qu'on appelle aussi la pression de sommeil. Et ça correspond vraiment à un équivalent de batterie de téléphone. Plus on passe de temps éveillé, plus la batterie se vide. Et plus à un moment, on va avoir une pression de sommeil élevée qui va aussi venir déclencher le sommeil. Et en cas de privation de sommeil, on va avoir une augmentation de cette pression de sommeil qui va être très, très importante. Et en cas de sieste, on va venir la diminuer un petit peu. Alors maintenant, on a vu aussi quels effets vont avoir les horaires décalés sur le sommeil. Eh bien, en fait, ils vont venir désynchroniser les rythmes circadiens veille-sommeil et les autres rythmes circadiens endogènes avec les cycles jour-nuit, donc les cycles lumière-obscurité, qui sont un des principaux synchroniseurs de cette horloge biologique et donc de cette régulation circadienne. On va avoir des troubles du sommeil qui sont plus prévalents chez les travailleurs en horaire décalé, notamment l'insomnie, et un trouble des rythmes circadiens qui est le syndrome de désadaptation aux horaires décalés, qui est vraiment spécifique de ce mode de travail. Et on va aussi avoir eh bien, plus de dettes de sommeil chez ces travailleurs. Et ça, il y a des études sur des larges cohortes qui montrent notamment que la durée moyenne de sommeil chez des travailleurs postés, c'est de 6,6 heures par 24 heures. Et c'est donc 1 heure de moins que les travailleurs de jour, hein, avec des horaires en population générale qui sont situés autour de 7 à 9 heures de sommeil par 24 heures. Et cette durée de sommeil, elle est encore plus courte pour les travailleurs de nuit, avec des durées moyennes inférieures à 6 heures. Cette désynchronisation et la dette de sommeil, elles vont aussi venir entraîner de la somnolence diurne. Et cette somnolence, elle est majorée notamment pour le travail de nuit et pour le travail posté par rapport à des travailleurs de jour. Alors, avant d'agir, la première étape, ça va effectivement être la prévention. Donc, il y a des recommandations qui ont été publiées par la Société française de médecine du sommeil et de médecine du travail, qui sont notamment de ne pas dépasser un temps de travail de 8 heures par poste, d'effectuer des rotations dans un sens horaire, dans un sens naturel, avec une durée voilà, intermédiaire, 4 à 5 jours. Ne pas dépasser 3 nuits consécutives en poste de nuit si on est en rotation, et respecter un temps de repos de 11 heures entre deux postes. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut agir sur son sommeil? C'est vrai que c'est une question qu'on se pose assez souvent. On a tendance à se dire le sommeil, c'est une fonction physiologique et donc on ne va pas forcément avoir beaucoup de prise dessus. Et en fait, il y a plusieurs domaines sur lesquels on peut agir. Le premier, ça va notamment être l'environnement de sommeil, hein, les conditions dans lesquelles on va dormir. Le deuxième, qui est très important, ce sont les synchroniseurs de notre horloge biologique interne, dont le principal est la lumière, comme on a vu, mais il y en a aussi d'autres en lien avec les horloges périphériques, les activités sociales, l'activité physique, l'alimentation, qui vont venir aussi jouer sur nos rythmes circadiens. Les plannings de sommeil, les siestes, c'est quelque chose qui peut être utile aussi. Et enfin, notre consommation, tout ce qui est excitant et hypnotique. Alors, on entend souvent parler de bonnes pratiques de sommeil, hygiène de sommeil, conseils de sommeil, qui sont assez diffusés dans la population générale. Mais finalement, dans ces recommandations, il y en a qui ne sont pas tout à fait adaptées aux travailleurs en horaire décalé ou en travail posté.
Et donc, récemment, ces recommandations et ces bonnes pratiques ont été remises à jour par un consensus d'experts avec des pratiques spécifiques pour le travail posté et le travail de nuit, avec des objectifs qui vont être surtout d'éviter, on a vu, la dette de sommeil et les risques qui vont être liés à la somnolence diurne, maintenir une bonne qualité de sommeil, une qualité satisfaisante et aussi un niveau d'éveil et un bon fonctionnement dans les activités, qu'elles soient à la fois pendant le poste, hein, les activités professionnelles, mais aussi les activités non professionnelles, la journée de repos. On va les détailler un petit peu ensemble. Et donc, la première et certainement la plus importante, c'est qu'en horaire décalé, il faut que le sommeil soit une priorité. Il faut que les activités sociales, les tâches domestiques, tout ce qui va être pendant la période de repos, en fait, soit planifié en fonction de la période de sommeil. C'est-à-dire que le sommeil ne doit pas arriver en disant, ah bah là, j'ai un déjeuner prévu ou j'ai telle chose de prévu et donc je vais dormir entre ces horaires-là. Il faut vraiment qu'on ait le sommeil en priorité et adapter les autres activités en fonction. Et donc l'entourage doit bien sûr être informé de cette priorité. Et ce qui va être aussi très important en planifiant, c'est de planifier une durée de sommeil suffisante et un temps réservé au sommeil suffisant qui doit être situé entre 7 à 9 heures par 24 heures. C'est la durée de sommeil moyenne chez l'adulte. Ça peut un peu varier selon les personnes, mais quand on est en horaire décalé, en travail posté, en travail de nuit depuis longtemps, on peut avoir un petit peu perdu ne plus trop savoir quels sont vraiment nos besoins de sommeil. Donc c'est important quand même de se fixer une heure assez régulière. Ça peut être en une fois, en une période ou en fractionné. On va le voir avec une période principale et puis des siestes. Et bien sûr, il s'agit d'un temps réservé au sommeil et non pas d'un temps réservé au lit, dans lequel on va décaler le sommeil avec, par exemple, regarder son téléphone ou regarder un film au lit. Ensuite, il va falloir élaborer un planning de sommeil. Ça demande une certaine organisation quand on est surtout sur de travail posté, des horaires décalés, des horaires qui changent. Et on va essayer, bah, pour chaque période de travail, de quand même maintenir des horaires similaires pour maintenir une certaine forme de régularité dans nos horaires de sommeil et pour que ça devienne aussi un peu plus une routine. Ce qui va être aussi important, c'est de planifier la transition pour les jours de repos. C'est en particulier pour les personnes qui travaillent tard ou qui travaillent la nuit, quand il va y avoir plusieurs jours de repos consécutifs et qu'après on sait qu'on va devoir enchaîner sur une période de jours, eh bien essayer de se recaler le plus vite possible, quitte à voilà, se lever un peu plus tôt le matin et se coucher un peu plus tôt le soir suivant plutôt que de garder le rythme de nuit et qu'après il y ait plus de difficultés à se réadapter au rythme de jour. On peut notamment se servir de la lumière. Justement, on va le voir. Et une autre recommandation qui est importante et qui va vraiment être l'allié de sommeil pour les horaires décalés, ça va être d'utiliser les siestes. Il y a deux types de siestes qu'on va pouvoir utiliser. C'est les siestes courtes, donc des siestes de 15-20 minutes, qui sont des siestes vraiment qui ont un but d'améliorer la vigilance de façon assez instantanée, d'améliorer les performances. C'est des siestes qui vont comprendre que du sommeil lent, léger. Et notamment, ces siestes, elles peuvent être utiles au début d'un poste de nuit pour stimuler les performances, la vigilance, l'attention. Elles peuvent aussi être associées à la prise de café, puisqu'il va y avoir un délai d'action un peu similaire. Euh, et ensuite, les deuxièmes siestes, c'est les siestes qu'on dit longues, donc des siestes qui correspondent en fait à peu près à la durée d'un cycle de sommeil naturel. Et donc là, elles vont comprendre tous les stades de sommeil, le sommeil lent léger, le sommeil lent profond, le sommeil paradoxal. Et elles vont vraiment venir compléter la durée de sommeil totale sur 24 heures, venir vraiment beaucoup diminuer la pression de sommeil, ce qui fait qu'il va falloir les éviter dans les 4 à 6 heures précédant la période principale de sommeil, au risque sinon de venir décaler l'endormissement ou d'avoir un sommeil plus fragmenté. Et ces siestes, idéalement, elles doivent aussi être dans un environnement calme, sombre et frais. Et cet environnement, notamment pour les siestes courtes, eh bien, peut être prévu sur le lieu de travail. On peut avoir une salle dédiée pour venir en début de poste faire ces siestes courtes qui vont aider ensuite à la vigilance sur le reste de la période de travail. Alors, un exemple de planning, par exemple, pour un poste du matin, on va avoir une période de travail de 6 heures à 14 heures. On peut, au retour de cette période de travail, faire une sieste longue, puis avoir ses activités et la période de sommeil principale de 6 heures qui sera le soir à 22 heures. Pour un poste de nuit, donc cette fois-ci des horaires de travail de 22 heures à 6 heures, ce qu'on conseille, c'est d'avoir la période de sommeil principale et bien directement au retour du travail.
Et ensuite, après certaines activités, de compléter par une sieste longue dans l'après-midi ou en fin d'après-midi. Et pour un poste d'après-midi, de 14 heures à 22 heures, et bien là, on va plutôt essayer de viser une nuit complète, hein, sans fractionner en sieste, avec typiquement 23 heures, 7 heures, donc 8 heures de sommeil. Bien sûr, ces horaires-là sont aussi adaptés en fonction des temps de trajet, des préférences de chacun, mais voilà, en essayant de garder quand même entre les siestes longues, la période principale de travail, 4 heures, 4 à 6 heures minimum. Un autre facteur qui va être important pour les travailleurs en horaire décalé, c'est ce qu'on appelle l'inertie de sommeil. L'inertie de sommeil, ça correspond à cet état un petit peu de somnolence au réveil où on a l'impression d'être pas tout à fait bien réveillé, d'être un petit peu entre deux, et où on a une baisse de la vigilance, une baisse des performances, un peu un ralentissement cognitif. En général, ça dure 15 à 30 minutes. C'est assez fréquent quand on fait une sieste et encore plus quand on fait une sieste longue qui comprend du sommeil lent profond. C'est pour ça que la sieste courte, on conseille 20 minutes pour avoir seulement du sommeil lent léger. Et donc, il faut savoir que si on fait une sieste, on va traverser cette période d'inertie de sommeil. Et donc, on ne prévoit pas de conduite automobile ou de conduite de machine à ce moment-là, juste après la sieste. Ce qui va aussi être important, c'est de développer une routine au coucher, hein, vraiment de venir développer un peu des habitudes de sommeil qui vont permettre de garder une certaine régularité malgré des horaires un petit peu décalés. Et le but, ça va aussi être de faire un petit peu un sas de sommeil, donc d'un peu venir déconnecter le cerveau entre les activités soit de travail, soit les activités stimulantes de la journée. Et de venir préparer le repos, préparer le lâcher-prise qui est nécessaire au sommeil. Donc avec des activités qui doivent être calmes, peu stimulantes. Vous avez la lecture, écriture, des podcasts, des étirements. Voilà, et se préparer dans un environnement qui doit aussi être faiblement éclairé et surtout ne pas utiliser d'écran pendant cette période de repos, bien sûr. Ensuite, ce qui va être important, on l'a vu, c'est de venir créer un environnement de sommeil idéal. Et en particulier, bien quand on travaille de nuit et qu'il va falloir dormir la journée. Cet environnement, il doit être sombre. Alors, on n'hésite pas, si justement, si on dort la journée, à utiliser des volets adaptés, hein, de bien couvrir toute l'exposition lumineuse. Les voyants qui peuvent être des voyants d'appareil qu'on peut avoir aussi chez soi, qui peuvent également faire du bruit. On a besoin que l'environnement soit frais pour baisser la température, pour accompagner cette baisse de la température corporelle, que l'environnement soit calme et confortable, bien sûr, avec une literie adaptée. Ça aide aussi. Enfin, il faut que le lit soit vraiment réservé au sommeil, d'éviter tout ce qui va être activité stimulante, les écrans au lit et le partage du lit. Voilà, ça peut être aussi pour les personnes qui travaillent de nuit et qui veulent dormir la journée s'il y a des animaux domestiques à la maison. Eux, ils vont pas tout à fait être dans le même rythme circadien que vous et peuvent venir perturber le sommeil. Ensuite, on va se servir des synchroniseurs de l'horloge. Donc, on a vu le plus important, c'est la lumière. La lumière, elle a un effet stimulant, elle a cet effet de venir décaler la période de sommeil. Donc, elle va être très utile au réveil et en début de poste ou avant la prise de poste pour vraiment venir stimuler la vigilance et les performances. Et en revanche, avant d'aller dormir, donc avant la période principale de sommeil, on va au contraire essayer de venir diminuer notre exposition à la lumière, donc baisser la luminosité et utiliser des lunettes de soleil. C'est ce qu'on a vu, ça peut être quelque chose d'utile, mais quand même attention parce que ça peut provoquer de la somnolence. Donc effectivement, si on conduit, on évite. Les autres synchroniseurs de l'horloge biologique qui vont être détaillés dans la prochaine présentation, ça va être tout ce qui va être en lien avec l'alimentation, l'hydratation, l'activité physique, et je vais laisser mes collègues vous en parler. Une autre chose qui va être importante, c'est la consommation de caféine, qui est quelque chose, un stimulant qui est un des plus consommés de façon habituelle, qu'on retrouve dans le café bien sûr, mais aussi dans le thé et dans certaines boissons comme le Coca et le Red Bull. C'est une molécule qui a un délai d'action d'environ 30 minutes, hein. L'effet se fera sentir en 30 minutes. Et par contre, la demi-vie est assez longue, en fait, dure de 4 à 6 heures. Ça va être un stimulant qui va venir améliorer la vigilance, mais il y a aussi des effets sur le sommeil qui ont été montrés, avec notamment, bah, ça va décaler le sommeil, entraîner un délai d'endormissement plus long. Le sommeil lent profond va être diminué en durée. Et va y avoir plus de fragmentation, plus de réveil nocturne. Et ça, c'est des effets qui sont montrés même pour des consommations dans les 8 heures avant le coucher. Donc, ce qu'on conseille, c'est vraiment
il faut éviter dans les 8 heures avant la période principale de sommeil, et même décaler encore plus si on a tendance à consommer 4 ou 5 tasses, il faut même faire 14 heures avant. En fin de poste, du coup, ce qui va être intéressant, on a parlé de s'il faut prendre la voiture avant d'aller conduire. Non, la voiture, pardon, conduire avant de rentrer chez soi. Et qu'effectivement, en fin de poste de nuit, on peut avoir une certaine somnolence et donc avoir ce réflexe de se dire bah, je vais prendre un café pour stimuler la vigilance avant de rentrer. Sauf que ce café, eh bien, il peut entraîner derrière des difficultés à s'endormir sur ce qui devrait être la période totale, la période principale de sommeil. Donc, ce qu'on conseille, c'est plutôt d'essayer de faire une sieste courte de 20 minutes dans un endroit adapté sur le lieu de travail avant de prendre la route. On va aussi faire attention à sa consommation de nicotine. Pareil, c'est un stimulant, c'est un éveillant qu'il faut éviter dans les 6 heures précédant le coucher. Et attention également à la consommation d'alcool. L'alcool qui a un peu cet effet il va venir diminuer la latence d'endormissement, un effet sédatif, donc on peut se dire ça va aider à dormir, mais en fait ensuite ce qui va vraiment venir perturber la structure du sommeil, notamment augmenter les réveils nocturnes, diminuer la qualité de sommeil ressentie, diminuer le sommeil paradoxal en début de nuit avec un rebond sur la fin de la nuit, et puis là aussi un effet mieux relaxant, il va venir relâcher les muscles, et notamment au niveau des voies aériennes, ça va favoriser ou majorer les apnées du sommeil. Et en plus, cet effet est vraiment dose dépendant. Plus vous consommez d'unités d'alcool, plus il y a de perturbations au niveau du sommeil. Donc c'est aussi à éviter dans les 4 heures précédant le coucher. Enfin, il faut aussi tenir compte de sa consommation de médicaments. Alors, on peut prendre des médicaments pour des raisons diverses, et ces médicaments peuvent avoir des effets stimulants ou des effets sédatifs qui ne sont pas forcément les effets principaux recherchés. Et donc ça, si on travaille en horaire décalé, il faut aussi demander conseil à son médecin pour voir est-ce qu'il y a certaines prises de traitement qu'on doit adapter en fonction des postes. Les traitements hypnotiques, qu'on appelle aussi les somnifères, peuvent être utiles de façon ponctuelle ou sur des périodes courtes pour certains travailleurs postés. Et notamment la mélatonine qui peut avoir, en plus de son effet somnifère hypnotique, un effet chronobiologique sur l'horloge. Mais en tout cas, ce doit vraiment rester des outils ponctuels. Et notamment, si on voit que la consommation d'hypnotique devient trop fréquente, devient chronique, et bien là, ça peut être aussi le moment de consulter. Et ce qui est bien aussi en dehors des hypnotiques, c'est d'avoir des stratégies pour agir sur son sommeil en cas de problème. Et notamment si on ne parvient pas à dormir dans le moment où on s'était dit, là c'est la période de sommeil, ce qui est conseillé, c'est de sortir du lit, d'aller plutôt faire une activité calme, une activité sans écran, et puis venir se remettre au lit quand on sent que le sommeil revient. Alors, ce qui est important aussi, ça va être tout ce qui est le suivi et la surveillance. Ce qui est recommandé, c'est qu'il y ait un suivi annuel pour tous les travailleurs de nuit, travailleurs postés par le médecin du travail. Ça peut être l'occasion pour les professionnels de la santé au travail ben, d'informer des risques et d'informer de ces mesures de prévention sur comment agir sur son sommeil justement. Et puis, c'est aussi le rôle de la santé au travail de venir donner des conseils à l'employeur sur le rythme de rotation, sur l'exposition, la luminosité dans les postes, sur les lieux de sieste ou de repos. Des outils qui peuvent être utiles pour ce suivi, c'est notamment l'agenda de sommeil qui est rempli par le patient et qui permet en fait aussi de suivre eh bien, est-ce que la durée de sommeil est suffisante? Est-ce que là, je ne suis pas un peu en dette de sommeil? Quelle est ma qualité de sommeil aussi, évaluer? Et pour la somnolence, on peut utiliser l'échelle d'Epworth qui nous donne aussi un niveau de sévérité de la somnolence. Quand adresser vers un spécialiste du sommeil? Eh bien, en cas de suspicion d'un trouble du sommeil, on a vu spécifiquement lié aux horaires décalés. En cas de suspicion d'un trouble du sommeil comorbide, comme un syndrome d'apnée du sommeil qui pourrait venir majorer la somnolence. En cas de dette de sommeil chronique, où on verrait que la personne n'arrive pas à rattraper cette dette malgré quelques conseils mis en place. Et en cas de somnolence, en particulier s'il y a des situations à risque, si c'est une personne qui conduit de façon fréquente sa voiture ou des machines. Et j'attire aussi votre attention justement sur la somnolence qui est en France responsable, enfin en tout cas liée dans un accident mortel sur 3 sur la route. Et une étude rétrospective sur les accidents ayant entraîné le décès ou une hospitalisation a montré bien que la somnolence, en fait, le fait de se sentir somnolent augmente par 8 le risque d'accident grave. Et le fait d'avoir dormi moins de 5 heures dans les 24 heures précédentes augmente par 3 le risque d'accident grave également.
Voilà, donc en conclusion, en horaire décalé, que ce soit les horaires de nuit, le travail posté, le sommeil doit être une priorité. Et il est possible d'agir sur son sommeil et sur sa qualité de sommeil en mettant en place certaines des bonnes pratiques de sommeil, parmi lesquelles une des plus importantes va être vraiment de planifier son sommeil et de viser cette période de sommeil de 7 à 9 heures par 24 heures. Et enfin, de porter une attention particulière à la dette de sommeil, aux troubles de la vigilance et de s'aider d'outils tels que la lumière et les siestes pour limiter ces troubles-là. Je vous remercie de votre attention.